c'est bon. Petite affaire de plus. Petite affaire. Pas trop. Petite affaire, pas trop. Je sais pas, c'est où? Ah, Michel. Alors, bonsoir tout le monde, ça va bien? C'est tellement plaisant de voir une belle salle comme ça. Je suis sûre que c'est parce que c'est dans une école. Ça vous a rappelé des souvenirs, une cafétéria. Vous avez décidé de venir nous voir. Mais peut-être que c'est pour Gabrielle aussi, hein? Notre nouvelle vedette de notre parti Québec solidaire. Alors, je vous signale le déroulement de la soirée. C'est d'abord notre ami Gabriel qui va nous parler, période de questions. Après, il va y avoir un petit mouvement d'à peu près 5 minutes. Puis après ça, on commence notre assemblée générale. Ça va? OK. Ceux qui restent jusqu'à la fin, bon, on a des belles affaires, là. Joanie a fait de la cuisine, là. Ça va être super bon. Mais il faut rester jusqu'à la fin. C'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. Hein? Mais toi, on va t'en donner avant de partir, Gabriel. Parce que t'es quand même fin de venir en pleine campagne électorale, tu sais. Alors, je vous laisse le plaisir de vous présenter Samuel Charpentier, qui a décidé de faire un stage dans un parti politique. Il fallait qu'il soit courageux, parce que dans un collège, c'est pas évident de faire un stage en parti politique. Puis en plus, il nous a choisis, fait qu'imagine, c'était encore mieux. Alors, je lui donne la parole pour présenter notre invité. Bon, merci, Franck. C'est vrai qu'il fallait que je sois courageux pour faire un stage en parti politique, puis surtout pour t'avoir comme superviseur. Ça n'a pas été facile. Donc, j'ai contacté Gabriel il y a une couple de semaines, puis tout de suite, il était bien content de vouloir venir en Mauricie, en région. Donc, on a le privilège de le recevoir ce soir pour notre assemblée générale annuelle. Il s'est fait connaître comme leader lors de la manifestation étudiante de 2012, on s'en rappelle bien. Et comme collaborateur dans la tournée Faut qu'on se parle, il a d'ailleurs passé à Trois-Rivières, sûrement une couple d'entre vous ont dû le rencontrer à ce moment-là. Il est détenteur d'une majeure en histoire, d'une mineure en philosophie et d'une maîtrise en sociologie. Un beau parcours diversifié. Le 26 mars dernier, il devient candidat dans le coin pour Québec solidaire. Il sera vraisemblablement le prochain député solidaire à l'Assemblée nationale du Québec. Mesdames et messieurs, Gabriel Nadeau-Dubois. Bonsoir tout le monde. Samuel va me porter malchance. Il ne faut pas comme ça présumer les choix des électeurs. Je ne voulais pas être la Yolande James de Québec solidaire et tout le monde dire « il va passer, il va passer ». Finalement, me faire coiffer au fil d'arrivée. Mais bonsoir tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre ce soir. C'est vraiment... Ça fait chaud au cœur d'être parmi vous. J'en fais beaucoup d'assemblées comme celle-là ces jours-ci. Vraiment partout au Québec, on se promène avec ma formidable équipe partout au Québec et partout où on va, ou à peu près, pour vous mentir, ou à peu près, les gens nous disent ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 8 ans qu'on s'implique et on n'a jamais vu un momentum comme celui-là au sein de Québec solidaire. On n'a jamais vu une énergie comme celle-là. Les gens nous disent ah, c'est notre plus grande assemblée, vraiment partout où on va. Donc ça, bien sûr, ça me remplit de bonheur et aussi d'espoir pour notre parti. Je pense qu'on est en train, ces jours-ci, de récolter tout ce qui a été semé par 10 années de militantisme, d'action politique sur le terrain. Il y a eu bien sûr la belle victoire aussi de Manon dans Sainte-Marie-Saint-Jacques qui a réussi, à l'aide d'une mobilisation populaire, à sauver son comté. Il y a eu mon annonce. Tout ça, je pense, crée un momentum actuellement derrière notre parti. Ça se vérifie sur les médias sociaux, ça se vérifie dans les sondages, ça se vérifie dans l'espace public. Il y a vraiment de plus en plus de Québécois, de Québécoises qui ont envie de se ranger derrière Québec solidaire. Vous le savez comme moi, c'est près de 5000 personnes qui se sont joints à notre parti dans les dernières semaines. C'est magnifique, mais selon moi, ça doit seulement être un début. Et je suis assez optimiste pour l'avenir de notre parti. Ce qui va faire la différence, par contre, c'est pas les reportages, c'est pas les chroniques, c'est pas les sondages. Ça, ils vont en avoir des très très bons et des très très mauvais. Il faut s'y attendre. Ce qui va faire la différence, c'est le travail qu'on va faire sur le terrain. C'est pour ça que je veux vous remercier d'être là ce soir. C'est votre énergie, votre présence, votre implication qui vont faire la différence d'ici 2018. Si on veut
faire augmenter significativement la représentation de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Donc, merci d'être là ce soir. On m'a demandé, vous savez, bon, que je me suis joint tout récemment à Québec solidaire. J'ai décidé de m'y impliquer de deux façons. Tout d'abord en me présentant, en fait pas tout d'abord, c'est deux implications d'égale importance, mais en me présentant comme porte-parole masculin du parti, mais aussi en me présentant d'Angouin comme candidat pour succéder à Françoise David. Ce soir, on m'a demandé de vous parler plus généralement de mon implication et de ma campagne d'Angouin. On va laisser de côté la question de la course au porte-parole, étant donné que mes collègues qui briguent le poste ne sont pas à mes côtés. Vous reprendrez ce débat-là entre vous à un moment où ce sera plus approprié. Mais donc, la question à laquelle on m'a demandé de répondre un peu, c'est qu'est-ce qui fait qu'après plusieurs années de réflexion, certains diraient de tergiversation, d'hésitation, qu'est-ce qui fait que j'ai décidé donc de me joindre à Québec solidaire? Bien, je vous dirais que c'est une décision que j'ai prise tout d'abord au terme d'une implication d'une dizaine d'années au sein tout d'abord du mouvement étudiant, ensuite du mouvement écologiste, du mouvement syndical, une implication, disons des implications qui m'ont fait réaliser que, bien sûr, les luttes des mouvements sociaux étaient importantes, capitales même pour la société québécoise, que oui, il fallait se mobiliser, donc en 2012, contre la hausse des frais de scolarité, par la suite contre le Léoduc Énergie-Est, contre les politiques d'austérité, que toutes ces mobilisations-là étaient bien sûr importantes, fondamentales, mais qu'elles se butaient toutes au même obstacle. Cet obstacle-là, c'est le pouvoir politique, c'est l'État, le pouvoir québécois, qui depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant, est monopolisé par des partis néolibéraux qui, grosso modo, disons, dirigent le Québec dans une certaine direction. Et malgré l'alternance entre les partis de centre-gauche et les partis de centre-droite, ce qu'on a vu au Québec depuis plusieurs décennies maintenant, c'est une augmentation des inégalités sociales, une augmentation de l'insécurité, une détérioration de l'environnement, et que donc, bien sûr, les luttes des mouvements sociaux étaient importantes, mais que si la gauche ne se mettait pas sérieusement comme objectif la conquête du pouvoir, mais que toutes ces luttes-là finiraient par toutes frapper la même limite, la même frontière. C'est un bilan que j'ai tiré, comme je vous disais, après une dizaine d'années d'implication, où je me suis dit, ouais, je pense qu'on est rendu, après 10 ans d'existence à Québec solidaire, on est rendu comme parti à une nouvelle étape, celle de passer de la conscience morale du Parlement à, disons, un parti de pouvoir, à une alternative politique concrète demain matin pour le Québec. C'est le premier élément qui m'a fait prendre une décision, qui m'a motivé à réfléchir, disons, à m'impliquer à Québec solidaire. Mais plus précisément, cette décision-là de me joindre à notre parti, je l'ai prise suite à une tournée du Québec. Une tournée du Québec que j'ai faite dans les derniers mois. Et je vous explique ce qui m'a motivé. Si on se rapporte à peu près il y a un an, donc au printemps 2016, le Québec était plongé dans une campagne d'austérité très, très dure. Hein. Vous savez que le Québec est le 3e endroit au monde où les politiques d'austérité ont été les plus sévères, les plus radicales, selon l'économiste Pierre Fortin. On était donc au cœur de politiques d'austérité très dures qui faisaient très mal au réseau de la santé, qui faisaient très mal aux organes de développement économique des régions, mais qui faisaient aussi très mal à notre réseau d'éducation. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est un enjeu qui a toujours été très important pour moi. Et donc, de se retrouver 4 ans après la mobilisation étudiante de 2012, dans un contexte où les politiques d'austérité faisaient aussi mal à l'éducation, je vous cacherai pas que ça m'ébranlait beaucoup, ça me troublait. Je me suis dit, Maudine, on s'est mobilisé comme jamais dans l'histoire du Québec, et nous voilà 4 ans plus tard, avec les libéraux de retour au pouvoir, plus arrogants, plus autoritaires que jamais, avec des politiques d'austérité qui sont en train de déstructurer complètement le modèle québécois, à commencer donc par notre réseau d'éducation. Et je ne vous cacherai pas que ça a généré chez moi toutes sortes de doutes, toutes sortes d'angoisses, et je me suis sérieusement posé la question il y a un an, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible de changer le cours des choses? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour le Québec? Est-ce qu'on
peut encore espérer sortir du modèle néolibéral. Ça faisait 4 ans que je m'étais un peu retiré de l'action politique plus sur le terrain. J'avais écrit des livres, je participais au débat public à la radio, à la télé, je faisais des conférences, mais j'étais beaucoup moins sur le terrain. Et donc, je me suis mis à me poser plein de questions, puis je vous l'apprends peut-être, là, mais le monde des médias, c'est pas exactement un milieu très sympathique aux idées de la gauche. Fait que forcément, à force d'évoluer dans ce milieu-là, on se dit, on est-tu tout seul, puis y a-tu encore espoir? Et donc, exactement, il y a 1 an, je me suis mis à être tenaillé de ces doutes-là, de ces angoisses-là, et m'est venu donc, et j'ai ressenti vraiment, très personnellement, le besoin de me reconnecter sur le terrain, de retourner à la rencontre des gens, comme je l'avais fait dans le fond en 2012. Et c'est comme ça que m'est venue donc l'idée de la tournée Faut qu'on se parle, où je me suis dit, et donc il y avait bien sûr toutes sortes de... Il y avait des raisons politiques et sociales pour lesquelles j'ai démarré ce projet-là. Je pense que c'était important comme exercice de délibération, mais je ne vous cacherai pas qu'il y avait aussi des raisons très égocentriques. Je ressentais vraiment le besoin de retourner sur le terrain parce que j'avais peur de devenir cynique, j'avais peur d'abandonner le combat et je me suis dit, si je ne retourne pas rencontrer les gens, j'ai peur de ce qui va m'arriver. Alors, j'ai rassemblé autour de moi un collectif de personnalités québécoises, je leur ai présenté le projet, on a monté ça ensemble et on est parti donc à l'automne dernier à la rencontre des Québécois et des Québécoises. On a rencontré des milliers de personnes, à commencer par ici à Trois-Rivières, où on avait une salle pleine à craquer, on a dû refuser des gens, ajouter des chaises, c'était vraiment magnifique et ça a été comme ça partout où on est passé. On a fait plus de 18 consultations publiques, plus de 175 assemblées de cuisine. On a rencontré des milliers de personnes. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y avait des raisons très personnelles pour lesquelles j'avais démarré ce projet-là. J'avais vraiment besoin de me reconnecter sur les gens et ça a eu l'effet souhaité. Cette tournée-là, pour moi, a été un formidable antidote contre le cynisme et tous les doutes que j'avais avant de me lancer dans cette démarche-là ont disparu. Parce que pendant des mois, pendant 4 mois en fait, à temps plein, plusieurs fois par jour, j'ai rencontré des milliers et des milliers de mes concitoyens et de mes concitoyennes qui m'ont dit toutes sortes de choses. On a rencontré vraiment toutes sortes de monde. On racontera les anecdotes à un moment donné autour d'une bière. Il y en a vraiment des drôles. Mais grosso modo, grosso modo, je suis ressorti de cette tournée-là avec un sentiment très clair. Le sentiment qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes au Québec qui partageaient les idées, les valeurs, qui partageaient le projet de société de Québec solidaire, mais qui, pour une raison ou une autre, soit ne votaient pas encore pour ce parti-là ou ne s'y impliquaient pas encore concrètement, quotidiennement. Et pour toutes sortes de raisons, des raisons d'image, certains préjugés à l'égard de notre parti, vous connaissez ces préjugés-là. Et ça m'a ébranlé parce que, en même temps que les gens donc, affichaient un appui à nos valeurs, à nos idées, à notre projet de société, ils me disaient aussi, et c'est revenu tout le temps, partout où on est allé sur le territoire du Québec, et on est vraiment allé partout, hein. On n'est pas juste allé à Trois-Rivières, à Montréal, on est allé à Coudjouac, on est allé à Natashquan, on est allé aux îles de la Madeleine, on a fait toutes les régions, tous les raccoins du Québec. Il n'y a pas une région où on n'est pas allé à plusieurs reprises. Et partout, donc, les gens me disaient souvent une chose, ils m'exprimaient une attente, une soif à l'égard d'une mobilisation politique qui proposerait pas juste des petits changements, pas juste de faire l'équilibre budgétaire dans 1 an et demi au lieu de le faire cette année, mais vraiment une mobilisation politique qui proposerait une transformation profonde de la société québécoise, puis une proposition politique qui s'assumerait comme proposition de rupture. Donc, un mouvement qui se mettrait en place et qui dirait, on s'assume dans notre volonté de casser avec la classe politique traditionnelle, avec les partis politiques traditionnels, avec les différents consensus qui ont pris toute la place en politique québécoise depuis pas juste le dernier mandat libéral, mais depuis plusieurs décennies. Et ça, c'est quelque chose dont on m'a parlé souvent et beaucoup de gens nous ont dit, si à un moment donné, on sent que ça arrive, ben, on va s'y joindre.
Et des gens qui étaient péquistes montrent ça, des gens qui étaient libéraux montrent ça, des gens qui étaient caquistes montrent ça. Toutes sortes de monde montrent ça. Et donc, je suis sorti de cette tournée-là avec un sentiment très, très clair qu'il y avait de quoi faire au Québec. Qu'il y avait un terreau fertile à une mobilisation politique sans précédent pour transformer le Québec. Une mobilisation semblable à celle qui a eu lieu aux États-Unis l'année dernière autour de la candidature de Bernie Sanders. Une mobilisation politique semblable à celle à laquelle on a assisté tout récemment autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon en France. Vraiment des mobilisations qui assument leur posture de gauche, qui assument de briser les tabous, les consensus politiques de la classe politique traditionnelle. Et je me suis dit, ah oui, il y a vraiment de quoi faire. Et je me suis dit, bon, je me donne un an et demi pour y penser. Je me dis, d'ici 2018, je me donne un an et demi pour réfléchir à ça. Et puis en 2018, approchant l'élection, je prendrai une décision. À la fin de la tournée, j'étais bien fatigué. Je suis parti en vacances au Mexique. Et j'étais donc sur la plage quand je reçois un courriel de Françoise David qui me dit bonjour Gabriel, on m'a dit que tu étais en vacances, mais j'aimerais t'annoncer que je vais quitter la vie politique dans 3 jours. Tu es une des premières personnes à qui je le dis. Et je voulais te le dire en premier parce que, comment elle a dit ça? Elle dit parce que je veux que tu réfléchisses à ton engagement dans les prochaines semaines. Bon. C'était un message assez clair, pas très discret, sur les attentes qu'elle avait à mon égard. Alors, des réflexions que je pensais pouvoir mener sur plusieurs mois, sur un an et demi, se sont rapidement accélérées. J'ai dû très vite, donc, décider ce que je voulais faire. Et, bon, le projet Faut qu'on se parle n'était même pas terminé. En tout cas, je vous passe les détails. Mais tout ça pour dire que j'ai dû très rapidement prendre une décision. Et elle a été, dans un certain sens, assez facile à faire. Parce que Françoise m'écrivant directement pour me dire, regarde, c'est ton tour. Beaucoup de gens m'écrivant aussi autour de moi, puis même dans la population, dans les médias, pour me dire, vas-y. Disons que déjà la pression était forte, puis je me suis posé la question, est-ce que c'est Québec solidaire le véhicule pour cette mobilisation politique? Puis, je vous dirais, il y a 3 critères, 3 questions que je me suis posées, puis qui ont réglé le débat pour moi. La première, c'était, en fait, je me suis posé, c'est quoi les 3 grandes valeurs qui m'habitent politiquement? C'est quoi je suis un militant de gauche, me suis-je dit. Il y a un seul parti de gauche au Québec, Québec solidaire. Donc déjà, c'était un bon critère de régler. Deuxièmement, je me suis dit, je suis indépendantiste. Il y a un seul parti au Québec qui propose une démarche claire, démocratique, puis inclusive d'accession à l'indépendance pour le peuple québécois, c'est Québec solidaire. Bon, ça réglait une deuxième question. Et troisièmement, je pense que le renouveau politique québécois, il ne viendra pas des partis qui, d'une manière ou d'une autre, sont issus de l'establishment, sont issus de l'élite politique et économique du Québec. Et il y a un seul parti au Québec qui est issu des mouvements populaires, qui est issu des mouvements sociaux, puis qui n'est pas issu de la classe politique traditionnelle, qui n'est pas donc une scission issue de l'establishment politique, puis ce parti-là, c'est Québec solidaire. Fait que les 3 critères étaient remplis, je me suis dit, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres questions à se poser. Ma place, elle est au sein des membres de Québec solidaire. C'est là que j'ai envie de m'impliquer. C'est ça le véhicule qu'on a pour transformer la société québécoise. J'ai fini par appeler Françoise et dire, bon, je suis revenu de vacances, j'ai vu ton message, puis regarde, je pense que je vais y aller. Puis donc, j'ai pris une décision à la fin février. On a annoncé ça le 9 mars à Montréal. J'ai décidé de me joindre à Québec solidaire, de prendre ma carte de membre, puis de m'impliquer dans le parti de 2 manières, comme porte-parole masculin si les membres m'accordent leur confiance, mais aussi comme candidat d'Angouin pour le parti. Vous le savez, la campagne électorale a été déclenchée d'Angouin mercredi dernier. Là, c'est l'effervescence dans le comté. On est sur le terrain, on fait du téléphone, du pointage tous les jours. La réception des gens est bonne, on fait vraiment une vraie campagne de terrain. Et j'ai décidé de donc mettre au cœur de ma campagne d'Angouin un enjeu en particulier, celui de l'éducation
plus spécifiquement de l'éducation primaire et secondaire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème-là? Ben, pour, je dirais, deux raisons. Premièrement, trois raisons. Premièrement, parce que je vous apprends rien, c'est des valeurs qui m'habitent depuis longtemps, vous le savez. La question de l'accessibilité à l'éducation, ça a toujours été très, très important dans mon engagement. Deuxièmement, parce que lors de la tournée Faut qu'on se parle, une des surprises qu'on a eues au collectif, et une surprise de taille, ça a été de constater que partout où on est passé au Québec, puis comme je disais, on est allé partout où on est passé, les gens nous parlaient d'éducation. Et pas d'éducation, et pas des cégeps, et pas des universités. On peut le regretter ou quoi que ce soit, mais force est de constater que ce dont les gens nous parlaient partout, c'était l'éducation primaire et secondaire. Et quand je vous dis que c'est ce dont les gens nous parlaient, on avait toutes sortes d'outils informatiques à Faut qu'on se parle qui nous permettaient vraiment de prendre le pouls, région par région. Les gens qui ont participé à la consultation publique ici à Trois-Rivières, vous le savez, lorsque les gens s'inscrivaient à nos événements, ils devaient voter en ligne sur les thèmes qu'ils désiraient aborder. Il y en avait 10. On a fait 18 consultations publiques dans toutes les régions du Québec. Et 18 fois sur 18, l'éducation est ressortie au premier rang. Bon. C'était quand même clair comme diagnostic. Et quand je vous dis au premier rang, c'est pas, ça n'a pas été serré nulle part, là. Bien au contraire. Partout, l'éducation est ressortie, et de loin, comme la première priorité, comme disent les politiciens, des gens qui participaient au projet Faut qu'on se parle. Et ça a été ça donc dans les consultations publiques, mais ça a aussi été ça dans les assemblées de cuisine, où là, on a moins de données quantitatives, plus de données qualitatives, mais même donc dans les assemblées de cuisine, on s'entend tous au collectif pour dire que c'est la question de l'éducation primaire secondaire qui est ressortie, et de loin, comme ce qui mobilisait le plus les gens. Et ça a été, je vous dirais, une surprise pour moi, mais une surprise rassurante. Parce qu'on ne se le cachera pas, l'éducation primaire secondaire, on en parle. Bon, on en a parlé un petit peu récemment, mais depuis quelques années, c'est loin d'être ce qui occupe le plus de place durant les campagnes électorales. Généralement, on nous parle d'économie, de santé et d'économie. C'est pas mal ça, les trois enjeux qui occupent le plus nos campagnes électorales. L'éducation, souvent, on n'en parle pas. Et de voir autant de gens mobilisés derrière cet enjeu-là, ça m'a beaucoup interpellé. Et les gens, ce qu'ils nous exprimaient de manière générale, c'était tout d'abord une inquiétude. Les gens, partout où on allait, nous disaient « On est inquiets de l'état de nos écoles, de l'état de nos enseignantes, qui sont exténuées, fatiguées, à bout de souffle, de l'état des services professionnels qu'on donne à nos enfants, orthophonistes, orthopédagogues, et compagnie, travailleurs sociaux, psychologues et compagnie. Donc, on est inquiet de l'état de nos écoles et de l'état de l'éducation publique au Québec. Et les gens nous disaient, ça nous fait paniquer de voir qu'à chaque année au Québec, on échappe des dizaines de milliers d'enfants qui, parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'on ne les accompagne pas, parce qu'on ne les encadre pas comme il faut, on les perd, ils passent entre les bras du filet. Et ces jeunes-là qu'on échappe en première, en deuxième, en troisième année au primaire, ben, ils ne se rendront jamais au cégep, ils ne se rendront jamais à l'université. Les gens nous ont dit qu'il y a une priorité absolue à mettre sur l'éducation primaire secondaire pour qu'on arrête de perdre tous ces talents, toutes ces énergies-là pour construire le Québec de demain. Et donc, moi, j'ai été surpris de voir. Et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a rencontré des gens de gauche, des gens de droite, des gens mêlés aussi, beaucoup de gens mêlés. Puis, tous ces gens-là s'entendaient là-dessus. C'est ça qui était fascinant à voir. On rencontrait des gens qui disaient « Moi, je vote pour la CAQ, ou pour les libéraux, puis tout ça. » Mais dès qu'on parlait d'éducation, là, ils étaient tous d'accord tout le temps pour dire il y a quelque chose qui va contre, pas juste les études, pas juste les experts. Il y a quelque chose qui va contre le sens commun, contre le gros bon sens. Il y a quelque chose qui est complètement contre-intuitif pour une société dans le fait d'accorder aussi peu d'importance à l'éducation. Les gens nous le disaient de mille et une manières, mais souvent, très simplement, en nous disant l'éducation, c'est nos enfants, c'est notre avenir. Puis quand on regarde ce qu'on fait à notre éducation, donc à nos enfants, ça ne donne pas exactement espoir en l'avenir. Les gens nous l'ont dit partout, et donc c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de mettre ça au cœur de ma campagne d'Angouin et au cœur aussi de mon engagement politique à Québec solidaire pour les prochaines années. Pour moi, il y a là un enjeu, un dossier sur lequel, pas juste d'Angouin, mais au Québec, Québec solidaire peut devenir la force politique qui porte le dossier de l'éducation. Et pour moi, c'est le genre de dossier qui nous permet justement de sortir de nos tables plus traditionnelles, de sortir de nos enjeux
où on est plus confortable, mais d'adopter donc comme porte-étendard l'enjeu de l'éducation, qui est un enjeu qui rejoint tout le monde et qui nous permet donc de sortir un peu des frontières partisanes traditionnelles, parce qu'il n'y a personne au Québec qui va être en désaccord avec nous si on dit que l'éducation de nos enfants doit être en haut de la liste de nos priorités. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai adopté cette priorité-là dans ma campagne d'Angouin. La troisième, je disais qu'il y en avait trois, la troisième, c'est le fait que si tout va bien, j'aurai la chance d'être le député d'un comté dans lequel a démarré la mobilisation des chaînes humaines autour des écoles publiques qui a eu lieu, vous vous en rappelez, il y a quelques mois, il y a 1 an et demi, à peu près, presque 2 ans, où justement des parents partout au Québec ont fait des chaînes humaines autour des écoles pour contester les impacts des mesures d'austérité sur l'éducation publique. Tout ça a commencé dans Gouin, le mouvement « Je protège mon école publique ». Il basait dans Gouin. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça tombait sous le sens pour moi d'adopter cet enjeu-là comme priorité de campagne. Et donc, on est parti en campagne sur cet enjeu-là dans Gouin mercredi dernier. Ça va très bien. La réponse est bonne, mais on continue. On travaille très, très fort sur le terrain. Et si tout va bien, je devrais être capable de succéder à Françoise David. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle. Ça fait juste 3 minutes que je parle, c'est parfait. Je n'ai pour un autre 40. Non, sans blague, j'ai essayé de parler pas trop longtemps, on a commencé un peu en retard. J'aimerais ça peut-être qu'on fasse une période d'échange, de discussion. Si vous avez des questions, j'aimerais bien les prendre, questions qu'on finisse pas trop tard. Ça peut être sur mon engagement politique à QS, sur l'avenir de Québec solidaire. J'ai mille et une choses à dire, à proposer. J'aimerais bien échanger avec vous. Ça peut être sur ce que j'ai entendu dans ma tournée du Québec. Donc, la parole est à vous. J'ai bien hâte d'avoir vos questions. Madame. Le comité de vigilance ici à Trois-Rivières a été un des membres fondateurs de Pulpachini. On était très honorés par ça. Puis on a changé de nom et de mission pour englober la filière des hydrocarbures. Je sais que l'éducation est une priorité, une nécessité, un must, mais quelle sera la position par rapport à l'environnement et des hydrocarbures dans notre monde? C'est une excellente question. Vous connaissez quand même, j'imagine, ma sympathie à l'égard de l'opposition citoyenne à l'NRJS. Je suis très, très content, fier, je vous l'avouerai même, d'avoir contribué à la mise sur pied de la Fondation Culpa chez nous à travers la campagne de socio-financement qu'on a fait en 2014. On a récolté 400 000 $ pour financer l'opposition citoyenne aux Oléoducs, la plus grande campagne de socio-financement de l'histoire du Canada. Moi, je suis bien fier d'avoir eu un certain rôle à jouer là-dedans. Je pense que c'est le fun. Et la lutte contre l'NRJS, pour commencer sur ça, dans ma réponse, elle est nécessaire, elle est primordiale, on le sait. NRJS, c'est un projet... Il n'y a pas de journaliste dans la salle, là? C'est vraiment un projet de merde. Il n'y a vraiment aucun avantage à ce projet-là. C'est 33 emplois à long terme. C'est des risques pour l'eau potable pour des milliers de communautés. La moitié de la population du Québec, en fait, voit ses sources d'eau potable menacées si jamais il y avait une fuite. Donc, d'un point de vue strictement québécois, local, il n'y a pas d'emploi. Il y a des risques pour l'eau potable. Il y a des risques pour les terres agricoles également. Et d'un point de vue plus global, c'est un projet qui va permettre à lui seul d'augmenter de 30 % la production des sables bitumineux en Alberta. Parce qu'on le sait actuellement, vous le savez probablement, je vous apprends bien, je suis sûr, qu'actuellement, du côté de l'industrie des sables bitumineux albertains, on est dans un phénomène de goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de tripler la production des sables bitumineux albertains d'ici 2030. Donc, disons qu'il y a énormément d'ambition du côté de l'industrie pour augmenter la production. Les sables bitumineux, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre au Canada. C'est le plus grand projet industriel au monde. C'est pas une petite affaire, c'est un enjeu mondial, les sables bitumineux albertains. Ils veulent tripler la production d'ici 2030, sauf qu'ils ont un problème. S'ils veulent tripler la production, ils ont besoin d'augmenter leur capacité de transport. Actuellement, ils ont énormément de volonté, mais ils n'ont pas assez de capacité de transport pour, je le dire très simplement, sortir le pétrole de l'Alberta puis l'amener sur les marchés d'exportation. Ils essaient de le faire avec le train, mais
Par train, c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus lent et beaucoup moins efficace. Et donc, ce que l'industrie demande au gouvernement fédéral, c'est des oléoducs. Ça a donné le projet Keystone XL, ça a donné le projet Northern Gateway en Colombie-Britannique, qui est le dernier projet en liste. Et le plus grand des trois, on l'oublie souvent, le plus grand des trois, c'est Énergie Est, qui permettrait l'exportation d'1,3 million de barils de pétrole brut par jour. Donc, c'est un projet énorme. C'est 33% plus gros que le fameux projet Keystone XL qui traverserait les États-Unis et qui a été bloqué par Obama et réautorisé par Trump récemment. Donc, c'est un méga projet. Il faut réaliser à quel point, même du point de vue de la lutte internationale au changement climatique, cette lutte-là, elle a une importance capitale, cruciale. Si le Québec ne bloque pas ce projet-là, c'est pas juste une menace pour nos terres agricoles et notre eau potable, c'est en soi une défaite pour tout le mouvement de lutte au changement climatique, pour le mouvement international de lutte au changement climatique. Donc, quant à moi, on a non seulement une responsabilité de bloquer le projet ici pour des raisons très québécoises, mais je pense qu'on a même des responsabilités globales à assumer là-dedans. Je pense que le Québec, là, a l'occasion de contribuer de manière significative à la lutte internationale contre les changements climatiques en opposant une fin de non-retour à ce projet-là. Et de toute évidence, ce n'est pas le gouvernement libéral de Philippe Couillard qui va nous la donner, cette lutte-là. Il va falloir la faire sur le terrain. C'est bien commencé. La mobilisation va bien. Je la suis de près. Et pour moi, on a des excellentes chances de gagner. C'est tout à fait possible de gagner cette bataille-là. Je pense qu'on est déjà en train de la gagner. TransCanada est depuis maintenant plusieurs mois sur la défensive sur toute une série d'enjeux. Ceci étant dit, c'est jamais gagné d'avance. Ni d'Angouin, ni contre le léoduc de TransCanada. Il faut continuer à faire le travail sur le terrain. Mais moi, je suis assez optimiste. Si les comités citoyens continuent à faire leur travail, on va être capable de le bloquer, tout comme les comités citoyens ont bloqué l'exploitation du gaz de schiste en 2011 au Québec. On est capable de le faire. C'est un mode d'organisation qui a fait ses preuves, mais il faut continuer. Mais moi, je pense qu'on peut tout à fait gagner cette lutte-là. Québec solidaire, sa position, elle est déjà très claire. C'est une position d'appui, sans nuance, sans demi-mesure à la lutte contre Énergie Est. Et moi, je m'inscris dans une parfaite continuité avec cette lutte-là. Je pense qu'on peut la gagner. Et c'est une lutte qui nous permet aussi de parler à des gens à l'extérieur de Montréal. Ça, je trouve que c'est intéressant pour notre parti, parce que c'est une lutte qui se mène, oui, à Montréal, mais en grande partie tout le long du trajet de l'Oléoduc, qui passe dans Masquinongé, pas loin d'ici, mais qui passe aussi dans la région de Québec, qui ne sont pas des territoires naturellement sympathiques, disons, à Québec solidaire. Mais là, je pense qu'on a un enjeu qui nous permet de parler à ces gens-là à travers l'Oléoduc. Donc moi, je suis très optimiste. Je m'inscris en parfaite continuité avec la position de QS sur cet enjeu-là. C'est vraiment une excellente question parce que je pense que c'est ça un de nos défis. Il y en a plusieurs avec Québec solidaire, sortir de Montréal, tout ça, mais un des défis, c'est en effet de sortir de la logique où, comment dire, de casser la perception qu'on serait le petit frère rebelle du Parti québécois et que notre seul terrain d'expansion électorale serait les électeurs déçus du Parti québécois. Il faut casser cette perception-là, puis il faut être capable d'aller convaincre des gens qui ont voté pour toutes les formations politiques de faire le saut chez nous. C'est une immense question, là. Je pourrais y répondre pendant une demi-heure, parce qu'il y a les électeurs libéraux, les communautés culturelles, les anglophones, les gens des régions, les gens des banlieues. C'est tous des électorats qui sont différents, qui ont leurs priorités, leurs réalités, leurs valeurs, puis les stratégies pour les joindre ne sont pas les mêmes. Je vais me limiter, je dirais, à une remarque, un commentaire. Je pense que ce qui a fait ses preuves à travers le monde, notamment dans la campagne de Sanders, notamment dans la campagne de Mélenchon, c'est pas des stratégies de recentrage. Je pense que la clé du succès pour Québec solidaire, c'est pas de modérer ses positions ou de se tasser vers le centre de l'échiquier politique pour devenir, dans le fond, une espèce d'équivalent du Parti québécois. Je pense que la clé, c'est de moins de recentrer que de concrétiser nos positions.
Je pense qu'à gauche, on est souvent très bon pour présenter des grandes idées, des grandes valeurs, des grands principes, mais quand il y a le temps d'expliquer aux gens comment ça va améliorer leur vie au jour le jour, souvent, on a plus de difficultés. Puis je le dis en m'incluant dans cette critique-là, hein. On est souvent très bon pour défendre des grandes idées, des grands slogans. On est contre le néolibéralisme, on est contre l'austérité. Puis des fois, on aime beaucoup ces grands mots-là, ces grands slogans-là. Mais des fois, on a plus de difficultés à dire, OK, mais en quoi on va améliorer la vie de la majorité des Québécois et des Québécoises au Québec? Et ce que les nouvelles gauches font bien actuellement, ce qui leur permet de monter, c'est cette capacité-là à cibler un nombre limité de propositions très concrètes qui parlent au quotidien des gens. Ça ne veut pas dire être moins radical, ça veut juste dire être plus concret dans notre volonté de transformer la société. De dire, pour nous par exemple, dire que l'éducation c'est une priorité, ça veut dire que vos enfants vont être moins nombreux dans les classes. Ou par exemple, que quand on parle d'écologie et de transport collectif, bien, on est capable de dire aux gens, nous, au Québec solidaire, ce qu'on vous propose, c'est moins de temps dans le trafic, plus de temps avec vos enfants. C'est avec des propositions et une manière de parler comme celle-là, je pense qu'on est capable de rejoindre même des gens qui, si on dit on est de gauche, vont dire ouh, on est moins chaud à l'idée. Mais si on est capable de dire voici comment on va améliorer votre vie concrètement, ils n'auront pas le choix d'être sympathiques à nous. Parce que un des défis de la gauche ici comme ailleurs, c'est que dans les dernières années, c'est la droite qui s'est érigée en défenseur de la classe moyenne, en disant aux gens, vous êtes endettés, vous êtes stressés, vous avez le couteau à la gorge. Nous, on a les solutions, c'est 55 $ de baisse d'impôts. Et on peut trouver ça ridicule, on a plutôt raison de trouver ça ridicule, mais 55 $, ça va être peu, c'est concret. Puis tu reçois un chèque, là, puis c'est clair, c'est 55 $, c'est concret. Ça va être insignifiant quand le taux d'endettement des ménages au Québec, c'est 160 %. Au moins, c'est concret, c'est mesurable. Puis nous, c'est à ça qu'on a affaire comme adversaire à gauche. Donc, il faut être capable de dire, nous aussi, comment concrètement nos politiques publiques elles vont améliorer la vie, pas juste des plus vulnérables, pas juste des plus pauvres, bien qu'il faille le faire aussi. Comment nos politiques vont améliorer la vie quotidienne des gens au jour le jour. Et moi, c'est beaucoup la tournée Faut qu'on se parle qui m'a sensibilisé à ça, à la nécessité pour notre famille politique de descendre des fois un petit peu de ces grands principes, puis de redescendre sur des préoccupations très simples, mais qui sont très légitimes. Je veux une meilleure école pour mes enfants, je veux un système de santé qui s'occupe mieux de mes parents, je veux plus de temps avec mes enfants, moins de temps dans le trafic, je veux être capable d'acheter plus de produits locaux dans mon épicerie du coin. Nous, on le sait, que rendre ces choses simples-là, réelles, ça nécessite des changements politiques profonds. Puis notre job, c'est de convaincre les gens que justement, s'ils veulent ce Québec-là, il faut qu'ils votent pour nous pour qu'on transforme la société, mais on est peut-être mieux de partir de ça, plutôt que de partir des grands principes. Parce que ça, c'est ce que la droite a bien fait dans les dernières années. Puis je pense que là-dessus, on a encore un bout de chemin à faire. C'est encore un de nos défis. C'est ce qu'a fait Sanders, c'est ce qu'on fait Mélenchon. Et ça fonctionne. Et ça permet d'aller battre la droite qui monte, la droite populiste qui monte sur son terrain. C'est-à-dire celui de la classe moyenne qui s'effrite, celui des gens qui sont stressés, insécures. Au lieu d'essayer de les convaincre par les grands principes, on va les convaincre en leur démontrant que notre projet de société va améliorer leur vie.
journalistes, oui. Est-ce que tu peux synthétiser la question de prendre... Monsieur m'a demandé, dans le fond, on est bien d'accord, le fait de se positionner comme alternative politique, mais j'aimerais que tu précises ta position sur les pactes électoraux. Monsieur a dit, moi je considère que c'est pas exclusif, le fait de se considérer comme alternative et le fait de faire des pactes électoraux. C'est bien. C'est fidèle à votre question? Parfait. Bon, c'est une bonne question. C'est une des grandes questions qui occupe les membres de Québec solidaire ces temps-ci, et avec raison, parce que c'est un gros débat. C'est une grosse décision qui va être prise au Congrès, et c'est bien qu'on en débatte, puis qu'on en débatte sérieusement, et c'est normal que ce soit un débat émotif, tendu, parce que dans l'histoire politique québécoise, ça ne s'est pas fait très souvent, là, voire ça ne s'est jamais fait, ce genre de pacte électoraux-là, puis ce genre de débat-là au sein de QS, puis au sein du PQ. Donc, c'est normal que ce soit un gros débat, puis qu'on pose la question, puis que vous en débattiez. Je pense que vous allez en débattre probablement ce soir d'ailleurs. C'est super important d'en parler parce que c'est une grosse décision. Ma position. Bon, les journalistes s'amusent à dire depuis quelque temps que ma position n'est pas claire. Les journalistes sont facilement mélangés. Je ne vous apprends pas grand-chose. Ma position, elle est claire, mais elle est modérée, elle est prudente. Parce que moi, en ce moment, bien sûr, comme militant politique, j'ai mes opinions, j'ai mes réflexions stratégiques, mais actuellement, je suis dans une course pour devenir porte-parole de Québec solidaire, en parallèle du fait, donc, de me présenter dans le coin. Puis, le fait que je sois dans cette course-là, qui est une course au porte-parole, et non pas à la chefferie de Québec solidaire, ça m'impose une certaine modération et une certaine prudence dans mes propos. Parce que c'est un débat divisif, c'est un débat tendu, et si je deviens porte-parole de Québec solidaire, moi, mon rôle militant, ça va être de défendre la position du Congrès, de défendre la position des militants et des militantes du parti. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai adopté, depuis le début de la course, une position très modérée et très prudente sur la question des alliances électorales.